Les Grammy Awards sont à la musique ce que les Oscars sont au cinéma. Pour un artiste, c'est la consécration. Cette récompense peut représenter l'apogée d'une carrière, le but ultime en tant que musicien. Donc quand un rappeur blanc qui vient de faire une musique parodique du hip-hop remporte 4 Grammy devant des légendes de la discipline qui viennent en plus d'offrir des albums intemporels, le monde du rap lui en veut à mort. Cette phrase qu'on vient de dire pour parler de Macklemore, c'est l'image que beaucoup d'auditeurs de musique ont. Un mec qui fait du rap pour rigoler et qui prend ça à la légère. Cette étiquette qu'on lui colle, c'est en très grande partie à cause de Thrift Shop, un tube incontournable du début des années 2010 que toute la terre a entendu. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Walking to the club like what up, I got a big cock. Il met en image un mec se moquant du lifestyle des rappeurs en faisant l'éloge des friperies, alors qu'à l'époque c'était pas du tout tendance comme aujourd'hui. Toutes les critiques qu'il reçoit suite à sa victoire, c'est le revers de la médaille d'avoir sorti un aussi gros hit mainstream sur ce thème. Sauf que si on creuse plus loin que cet immense succès, on est très loin de la vérité concernant ce rappeur. C'était pas un rigolo, il prenait vraiment pas ça à la légère. Carrément, il a presque toujours été engagé dans sa musique, et ce, encore aujourd'hui. On a découvert plein de choses qu'on soupçonnait pas du tout sur ce mec, puisque nous aussi, on avait des préjugés. Un seul titre a résumé sa carrière, alors que ce titre ne le représentait pas du tout. Et malheureusement pour lui, cette soirée qui, sur le papier, devait être l'une des plus belles, n'a fait que détruire à petit feu sa carrière, et ouvrir des tas de débats. Il a gagné 4 Grammy et ça a détruit sa carrière. Aujourd'hui, on se penche sur le destin inédit de Macklemore. Bon, tu vas le comprendre à travers cette vidéo, Macklemore a peu à peu disparu des radars suite à cette soirée mémorable. Et disparaître après une aussi grosse exposition, bah c'est le pire cauchemar pour un artiste. Mais disparaître, ça peut aussi vraiment être bénéfique, surtout sur internet. Et ça, chez Incogni, ils l'ont très bien compris. Comme nous, tu dois sûrement passer énormément de temps sur internet. Et tu le sais probablement, mais en faisant ça, tu éparpilles tes données personnelles un peu partout. Une adresse mail par-ci pour te connecter quelque part, une adresse, un nom et un prénom pour passer une commande. En fait, on donne énormément d'informations à internet. Et ces informations, il y a ce qu'on appelle des data brokers qui les récupèrent et qui les vendent. Ça se fait de l'argent sur notre dos normal et ça leak des infos comme si t'étais Playboy Carty. Et c'est comme ça que tu reçois plein d'appels de numéros qui font que te spammer. Bon, légalement, ces données, t'as moyen de demander leur suppression, mais je te cache pas que c'est hyper relou à faire. Et c'est là que Incogni intervient. Incogni contacte un par un les data brokers pour toi et demande la suppression de toutes les données personnelles. Tout est automatisé. Toi, de ton côté, t'as juste à lancer Incogni. Et ce qui est trop bien en plus, c'est qu'il s'assure que tes données ne ressurgissent pas sur internet par la suite. Il garde tes données hors d'internet en réalisant des suppressions récurrentes et en les retirant à nouveau si elles réapparaissent. Bref, si ça t'intéresse, on a déniché une grosse réduction de 60% sur l'abonnement annuel avec le code script et pas de panique, t'as la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours si tu veux tester ça tranquillement. Le lien est en description et merci à toi si tu mets notre code. Vous vous rendez peut-être pas compte mais en l'utilisant ça soutient la chaîne et ça nous aide vraiment à avancer sur nos futurs projets et à vivre de notre activité en vous proposant toujours plus de contenu. Bon, maintenant, on peut entrer dans la carrière de Macklemore. Pour savoir comment il a pu créer tout ce joli bordel, il faut poser un contexte, savoir qui est et d'où vient Macklemore. Né en 1983, c'est dans la banlieue sud de Seattle qu'il grandit. Ses parents sont plutôt aisés, il vit dans un quartier majoritairement blanc et lui-même est vraiment l'américain blanc random. Et même si Seattle est loin d'être la capitale du hip-hop, c'est dès ses 7 ans que ce style musical le touche pour la première fois avec le groupe Digital Underground. C'est un groupe incontournable de la West Coast qui a notamment lancé la carrière de Tupac. Ses influences ne s'arrêtent pas là puisque la côte Est l'impressionne aussi avec le Wu-Tang, Nas, Biggie ou Mobb Deep. Avec tout ce bagage musical qu'il se prend, il veut ressembler à ses idoles et commence à écrire ses premiers morceaux vers 14 ans. Il continue pendant son adolescence, en parallèle de ça il travaille bien à l'école, il décrochera même une licence. On t'a dit, c'est la vie assez basique d'un jeune venant d'une famille et d'un quartier random. Mais pour autant, le rap garde une place importante dans sa vie. Au lieu de faire ça dans sa chambre solo que pour lui, il veut que son art aide ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir dans les mêmes conditions que lui. C'est pour cela qu'il travaille dans un centre de détention juvénile. Il prend part à un programme centré sur le rap. Cet engagement montre déjà que pour lui, le rap c'est bien plus que poser des mots sur une prod. C'est délivrer des messages pour éveiller les consciences et faire réfléchir. Et en parlant d'éveiller les consciences, c'est en 2000 qu'il sort sa première mixtape en indépendant nommée Open Your Eyes, donc ouvrez les yeux. Il sort ce projet sous le nom de Professeur Macklemore.
C'est un surnom qui lui vient de l'université, ça montre aussi un peu son côté intello du rap, même si en vrai ce nom n'est pas du tout une référence à son intelligence. En gros, il allait dans des friperies pour acheter des tenues extravagantes, ensuite il se bourrait la gueule, il enfilait les vêtements et disait à ses amis de l'appeler professeur Macklemore. Bon, en 2005, il retire le professeur de son nom pour devenir Macklemore. Et il publie son premier album, The Language of My World. C'est encore un album de rap conscient, il est très engagé. On peut noter le titre White Privilege, qui questionne sa légitimité à rapper car ce n'est pas une culture créée par et pour des personnes comme lui. On reparlera de ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Un an plus tard, on est en 2006 et Macklemore fait une rencontre qui va complètement changer la trajectoire de sa carrière. Par l'intermédiaire de MySpace, il entre en contact avec Ryan Lewis. Ryan, à l'époque, c'est un couteau suisse, il touche à tout. Que ce soit de la vidéo, de la photo, des prods ou du rap. Pour le coup, c'est d'abord en tant que photographe que Ryan bosse avec Macklemore. Cette collaboration marque le début d'une longue et fructueuse amitié entre les deux artistes. Ils sont très potes, ils ont les mêmes envies de conquérir le monde de la musique. Mais il faut attendre 2009 pour obtenir leur première collaboration. 3 ans. Mais pourquoi aussi longtemps? Parce que le rappeur traverse une phase compliquée avec de nombreux problèmes d'addiction. Des problèmes graves qui le mèneront même à entamer une cure de désintox en 2008. C'est après toutes ces péripéties que les deux artistes se retrouvent pour se mettre sérieusement au travail avec un objectif clair, prendre l'industrie d'assaut. Ils envoient leur premier projet collaboratif en novembre 2009, de Versus EP, et c'est le morceau Other Side qui prend le plus. Macklemore évoque la consommation de drogue dans le rap. En plus de parler des fléaux de la consommation de drogue, la chanson parle dans un sens plus large des dangers du culte qu'ont certains fans envers leur idole. En particulier lorsque cette idole est quelqu'un comme Lil Wayne qui fait la promotion, voire glorifie des drogues comme la ligne dans ses paroles. La chanson est un aperçu de l'autre côté de la vie des rappeurs, le côté que le public ne voit pas. Il garde son côté conscient, mais change de prod. Là où avant il rappait sur du boom bap à l'ancienne, désormais Ryan Lewis apporte une touche pop aux productions avec l'utilisation de beaucoup d'instruments. Cette mixtape, c'est une bonne mise en route pour le duo. Elle fonctionne bien à son échelle, mais on est loin d'un succès international et même national en vrai. Pour autant, l'objectif reste le même, conquérir le monde, et ce, toujours en indépendant. C'est une ambition énorme et très difficile à atteindre, surtout en 2010 quand tu peux pas percer aussi facilement qu'aujourd'hui avec les réseaux. Mais cette montagne, ils sont prêts à la gravir. Et pour cela, il faut passer à la vitesse supérieure, préparer un album. Ils s'enferment au studio et finissent par le boucler en un peu moins de 2 ans. C'est parti, ils envoient les singles. Le premier de ce futur album est nommé Wings. C'est un morceau encore une fois engagé où Macklemore critique le consumérisme qui selon lui affecte non seulement les jeunes mais toute la société américaine. Le consumérisme, c'est l'idée que votre valeur en tant qu'humain est intrinsèquement liée à la valeur monétaire des objets que vous possédez et la dépendance aux objets matérialistes pour vous intégrer. Il enchaîne avec le deuxième single, Can't Hold Us, et en vrai celui-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de vous le présenter ? Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. C'est un hymne qui a dû passer dans 99% des clubs de la planète. C'est pas un son conscient. Macklemore parle de sa vie, son hustle et aussi de son indépendance. Sauf que ce son, quand il sort, il fait pas plus de bruit que ça. Ce genre de morceaux qui, quand ils sortent, ne sont pas connus et qui percent des mois ou des années plus tard, ça s'appelle un sleeper hit. Bah, Can't Hold Us, c'est littéralement la définition d'un sleeper hit. C'est grâce à l'explosion d'un autre son que Can't Hold Us est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, le morceau est certifié diamant, soit 10 millions de ventes, l'équivalent de 15 milliards de streams. Les deux artistes avaient l'instru depuis plusieurs années et à chaque fois Ryan Lewis demandait à Macklemore « Frérot, est-ce que t'as enfin écrit dessus ou pas ? Ça va être un hit ». Bon, ça a pas raté, mais quand ça sort, c'est pas vraiment un succès. Du coup, il continue à envoyer avec un troisième single nommé Same Love. C'est le retour d'un rap plus conscient, avec un sujet assez inédit dans le hip-hop. C'est une chanson qui traite l'égalité du mariage pour les couples du même sexe. C'est peut-être pas le premier morceau rap défendant ouvertement ça, mais c'est celui qui a le mieux marché commercialement parlant. Il a atteint la 11e place du Billboard Hot 100 et est devenu la première chanson qui promeut explicitement le mariage homosexuel à atteindre le top 40 aux États-Unis. On rappelle le contexte, en 2012, c'est pas du tout commun de parler ça en musique et surtout pas dans le rap. Ce n'est qu'en 2015 que le mariage gay est légal aux USA, et en 2013 pour la France. Encore une fois, elle met son art pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, sans avoir peur des possibles répercussions sur sa carrière. On arrive fin août 2012, l'album est prêt à sortir, mais il reste un single à publier. Un single pour mettre la lumière sur ce duo. Un single pour placer Macklemore et Ryan Lewis sur le toit du monde. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Walk into the club like what up, I got a big cock. Thrift Shop est publié. La traduction du titre est friperie. Et dans toute la chanson, il raconte qu'il va s'habiller dans les friperies pour pas cher. Il n'a que $20 et se sape avec ça. La petite histoire derrière ce morceau, c'est qu'il a mis des mois à l'écrire.
Il allait dans les friperies pour avoir de l'inspiration. Ce titre, c'est une énorme caricature qui lui permet de se mettre à l'opposé de tous les autres rappeurs, tous plus bling bling les uns que les autres. Cette chanson se place malgré elle dans une branche de chansons parodiques et humoristiques qui explose sur YouTube et dans les charts. On peut nommer Gangnam Style, le Harlem Shake, The Fox, les morceaux de LMFAO, et en France on a le droit à PZK, Ce matin va être une pure soirée, Ça m'énerve. Avec l'essor de YouTube, les clips décalés ont la cote et font le buzz. On pourrait penser que contrairement à Wings et Same Love, Thrift Shop est une chanson humoristique et légère. Alors qu'en vrai c'est encore un peu engagé puisqu'il critique ironiquement toutes les stars qui en font toujours plus. Et pas de bol, c'est ce morceau-là qui va faire exploser Macklemore et Ryan Lewis. Par conséquent, le grand public qui ne connaît pas Macklemore lui colle l'image du rappeur blanc qui fait de la pop humoristique, à l'image de tous les autres artistes qui font de la musique pour faire rire. Autant te dire que c'est pas vraiment ce que les fans de hip-hop aiment en général. C'est un succès qui dépasse les plus grandes attentes du duo. Il reste 6 semaines numéro 1 du Billboard Hot 100. Il permet aussi de mettre en lumière le groupe et leurs travaux précédents, comme Can't Hold Us qui est mis en avant et devient aussi un énorme hit, avec 5 semaines en tant que numéro 1 du Billboard. En quelques mois, Macklemore devient une des plus grosses superstars du début des années 2010. Ils deviennent le premier duo à mettre 2 singles d'un album en numéro 1. Dans l'histoire, ce sont les 5e artistes à le faire, derrière Mariah Carey, Christina Aguilera, Lady Gaga et Bruno Mars. Et tout ça en indépendant. Ils ont juste signé avec Warner pour la distribution de leur musique à la radio, ce qui a été hyper intelligent car c'est comme ça qu'ils ont percé. C'est seulement la 2e fois dans l'histoire de la musique qu'un artiste indépendant obtient un morceau numéro 1 du Billboard. La dernière fois c'était la chanteuse Lisa Loeb avec Stay en 1994. Avec l'immense succès de ces 4 singles, Macklemore et Ryan Lewis étaient dans les meilleures conditions pour sortir leur tout premier projet commun. The Heist sort le 9 octobre 2012. En français, on peut traduire le titre du projet par le vol ou le braquage. Finalement, peut-être que tout ça était un peu prémonitoire. Pour parler du projet, certains saluent son originalité et la profondeur de ses thématiques, tandis que d'autres le jugent monotone et trop éloigné des standards du rap. C'est sûr qu'en 2012, c'est la drill de Chief Keef, la trappe de Future, et là, on en est très loin, on est entre la pop et le rap. Pour certains auditeurs, l'album se distingue par sa diversité musicale et la qualité de sa production. La présence d'instruments acoustiques comme le violon et les touches d'électro apporte une fraîcheur au genre. La production, bien que soignée, est parfois jugée trop dépendante des codes du rap mainstream, rendant l'ensemble assez prévisible. Avec les prods de Ryan Lewis très orientés pop, ça fait que Macklemore fait du rap mainstream qui peut et qui a touché la ménagère random. En fait, il plaît aux personnes qui n'écoutent pas de rap mais qui le dénigrent. Tu sais, ceux qui disent j'écoute pas de rap, c'est que des insultes, mais Macklemore j'aime bien. Il a d'ailleurs révélé que les personnes qui le soutiennent et qui ont ce discours, il les déteste. Et en tant que fan de rap depuis toujours, c'est clairement compréhensible. Bon, suite à ce succès, tu t'en doutes, le duo fait la une de tous les médias. Bien qu'il soit devenu ultra mainstream, Macklemore n'en perd pas son engagement envers les causes qu'il touche, comme lors des American Music Awards de 2013. And now that I'm sitting here in front of millions of people, I'd like to address something extremely important to me. And due to the fact that we are in Florida tonight accepting this award, I want to acknowledge Trayvon Martin and the hundreds and hundreds of kids each year that are dying due to racial profiling and the violence that follows it. Il rend hommage à Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans tué en se rendant chez son père sans aucune raison par George Zimmerman, un garde de nuit qui effectuait sa ronde et qui a fini par être acquitté et remis en liberté sans peine de prison. Cet hommage en direct à la télé lui a valu beaucoup de haine. Il affirme avoir pris plus de critiques suite à cette déclaration que lors de la sortie du morceau Same Love sur l'homosexualité. 26 janvier 2014, 56e cérémonie des Grammy Awards. Comme on vous le disait dans l'intro, c'est la cérémonie la plus prestigieuse de la musique. Lors de cette édition, Macklemore et Ryan Lewis sont nominés dans 7 catégories. Album de l'année, chanson de l'année pour Same Love, meilleur nouvel artiste, meilleur album de rap, meilleure performance rap pour Thrift Shop, meilleure chanson rap pour Thrift Shop et meilleur clip vidéo pour Can't Hold Us. Là où tous les artistes nominés sont heureux de faire partie de cette liste si réduite, Macklemore il le sentait venir à plein nez ce possible retour de flamme en cas d'une victoire contre Kendrick Lamar dans la catégorie album de l'année. Il était nominé pour Good Kid, Mad City, considéré pour beaucoup comme le meilleur album de Kendrick, qui lui aussi est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Donc en gros, l'un des meilleurs albums rap de tous les temps. C'est simple, le projet n'a pas quitté le Billboard 200 depuis sa sortie, c'est-à-dire depuis 12 ans. C'est un record absolu. Pour prévenir alors de cette possible polémique, Macklemore va enchaîner les déclarations.
Nous sommes en compétition contre Kendrick qui a fait un album phénoménal. Si nous gagnons un Grammy pour le meilleur album de rap, le hip-hop va se sentir volé. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres catégories où nous sommes nommés et pour lesquelles nous adorerions rapporter un Grammy chez nous. Mais pour celle-là, je pense qu'il revient à Kendrick. TDE, c'est la famille, et je comprendrais pourquoi le hip-hop aurait l'impression que Kendrick s'est fait voler s'il ne gagnait pas. Nous avons évidemment eu un énorme succès commercial à la radio et je pense que d'une certaine manière, The Heist était un plus gros album, mais Kendrick a un meilleur album de rap. L'information qui renforce le fait qu'une victoire de Macklemore dans cette catégorie serait incompréhensible, c'est qu'à la base l'album n'était pas censé être dans la catégorie meilleur album rap en raison de la frontière floue qu'il y a avec la pop sur certains morceaux. Et en vrai, toutes les déclarations de Macklemore, c'est pas juste de la parano, puisque même les médias sentent venir le malaise. Si jamais The Heist de Macklemore et Ryan Lewis gagnent le Grammy du meilleur album de rap, cela sera à la fois la meilleure et la pire soirée de la carrière de Macklemore. C'est l'heure. Les résultats tombent. Macklemore et Ryan Lewis touchent le pactole avec 4 Grammys. Meilleur nouvel artiste devant James Blake, Kendrick Lamar, Casey Musgraves, Ed Sheeran. Meilleure performance rap devant Started From The Bottom de Drake, Berserk de Eminem, Tom Ford de Jay-Z et Swimming Pool de Kendrick Lamar. Meilleure chanson rap devant Fucking Problems de A$AP Rocky, Holy Grail de Jay-Z, New Slaves de Kanye et Started From The Bottom de Drake. Et enfin, comme il l'avait redouté, meilleur album de rap devant Nothing Was The Same de Drake, Magna Carta Holy Grail de Jay-Z, Good Kid Mad City de Kendrick Lamar et Yeezus de Kanye West. On se rend compte, encore plus 12 ans après, la dinguerie que c'est que d'avoir remporté le prix face à tous ces mastodontes intemporels. Alors que tous les fans de rap sont consternés, les médias rap aussi n'en reviennent pas. C'est la question du white privilege qui est mis sur le devant de la scène. En gros, la mise en avant d'artistes blancs au détriment d'artistes de couleur. Macklemore bénéficie de ce qu'il dénonçait en 2005 sur le morceau du même nom. Il avait d'ailleurs réitéré ses propos un an auparavant en disant « Je bénéficie de ce privilège et je pense que la pop culture mainstream m'a accepté à un niveau où elle aurait peut-être été plus réticente pour une personne de couleur. » Comme le soulignait un article sur le site Complex publié 2 jours avant l'annonce des résultats, si Macklemore gagne, ce ne sera pas parce que c'est un meilleur rappeur que Kendrick, ce n'est pas le cas, ou parce que son album est meilleur que celui de Kendrick, ce n'est pas le cas, ce sera parce qu'il est rassurant et blanc, le genre de gars que les votants au Grammy qui ne s'y connaissent pas vraiment peuvent soutenir. Voyant toutes les réactions négatives autour de ce sacre, Macklemore décide de publier sur Insta un message privé qu'il a envoyé à Kendrick durant la soirée des Grammy. Tu as été volé, je voulais que tu gagnes. Tu aurais dû. C'est étrange et nul de t'avoir volé le prix. C'est ce que je voulais dire pendant mon discours, et la musique a été lancée pendant mon discours et je n'ai pas pu. Bref, tu sais ce que c'est. Bravo pour cette année et pour ta musique. Je t'apprécie comme artiste et comme ami. Bon, au-delà du fait que le frérot il réponde pas à ses messages, 1133 messages en attente, c'est un délire. Cette décision de rendre public un message qu'il a envoyé pour s'excuser, ça divise encore. Kendrick n'a pas répondu à ça et c'est seulement quand les journalistes lui posent la question qu'il s'exprime dessus. C'est bien mérité, il a fait ce qu'il a fait, il s'est démerdé et a travaillé. Tout arrive pour une raison, l'univers revient, c'est comme ça que ça se passe. When he sent it to me, I was like, okay, you know, I could see him feeling that type of way because he's a good dude. But I think for confirmation from the world, you know, he probably felt like he had to put it out there, which he didn't need to do. He didn't need to do, but he's a cool dude, but, you know. Un autre artiste nommé dans la catégorie meilleur album rap a aussi réagi, il s'agit de Drake. Ce truc était complètement nul. Je me suis dit, t'as gagné, pourquoi tu publies ton message? Calme-toi, prends ta victoire, et si tu penses que tu ne le mérites pas, améliore-toi. Fais de la meilleure musique. C'était mesquin, ce n'était pas authentique. Pourquoi faire ça? Pourquoi se sentir coupable? Tu penses que ce gars te rendrait hommage s'il gagnait? C'est ainsi que le monde fonctionne. Il a créé une sorte de musique qui a séduit plus de gens que moi, Jay-Z, Kanye et Kendrick. Que les gens veuillent dire que c'est racial ou non, c'est simplement le fait qu'il a puisé dans quelque chose que nous ne pouvons pas exploiter. Macklemore se noie dans ses excuses, alors qu'en vrai, aucun nominé ne lui a reproché quoi que ce soit, et surtout que c'est pas de sa faute en fait. C'est pas de sa faute si les votants pour les Grammy l'ont avantagé. Cependant, le choix des Grammy a eu un gros impact sur sa carrière, puisque les fans de tous les rappeurs auxquels il était en compétition, eux, l'ont critiqué. Pour eux, Macklemore c'est le mec qui fait des chansons pour la radio et qui se moque des autres rappeurs. Et pas de chance, les artistes avec qui il était en compétition étaient les plus gros artistes rap de l'époque, donc les critiques couvraient la majeure partie du public hip-hop. Suite à la polémique des Grammy Awards, Macklemore n'est pas au top de sa forme. Il vient de se prendre ce qu'il devait redouter depuis le début de sa carrière. Bénéficier d'un privilège en raison de sa couleur de peau et ainsi être haï par la communauté hip-hop, une communauté qu'il chérit depuis toujours. Cette situation se traduit par une rechute, il retombe dans la drogue et la prise de somnifères. Le duo se remet en question. Doivent-ils continuer à faire de la musique ensemble? Comment le public va accueillir leur prochain projet? Étant dos au mur et rattrapé par ses vieux démons, c'est l'arrivée de son premier enfant qui va faire réagir Macklemore, qui stoppe les pilules. Le duo se remet alors en selle pour sortir un second album, qui sort en 2016. This Unruly Mess I've Made, en français ce beau bordel que j'ai créé.
Le single Downtown, il est intéressant pour comprendre le retour de Macklemore. Il est en feat avec Kool Moe Dee, Grandmaster Caz et Melle Mel, des rappeurs des années 80. C'est un gros pari de les inviter parce qu'en vrai, ils ont plus de buzz, mais ça montre son amour du hip-hop. En les invitant, il veut en quelque sorte prouver que c'est un vrai fan de rap. Et pour le coup, le pari est gagnant parce que c'est le seul morceau du projet qui fonctionne vraiment. On peut pas dire que c'est un album marquant, et il est même considéré comme un flop commercial après l'énorme succès de The Heist. Il a aussi fait parler de lui avec le morceau White Privilege 2, c'est la partie 2 du premier volet sorti en 2005 où il abordait déjà la question de la place d'un rappeur blanc dans l'industrie. Il y voyait un avantage inconfortable pour s'imposer sur la scène mondiale et au sein de la culture hip-hop ou même pop. Cette fois-ci, il rappe dessus pendant 8 minutes, il en avait des choses à dire. Il critique ouvertement certains artistes blancs comme Miley Cyrus, Iggy Azalea ou encore Elvis Presley, en les accusant de s'être approprié la culture noire pour percer. Le morceau était disponible gratuitement sur son propre site, accompagné d'autres liens pour soutenir les associations qui militent directement pour dénoncer les abus comme Black Lives Matter. Face à ce morceau engagé, le rappeur a reçu 2 différents types de critiques sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, des critiques faisant référence au complexe du sauveur blanc. Par définition, la critique porte sur les actions mises en œuvre et mises en scène par une personne blanche en faveur de personnes défavorisées lorsque ces actions ne visent qu'à présenter positivement cette personne blanche. Et ça peut prendre différentes formes. La plus parlante, c'est les personnes qui vont faire du volontourisme, un mélange de tourisme et de volontariat, et qui postent des photos d'eux avec les communautés locales pour avoir une belle image sur les réseaux sociaux. Donc à travers ce morceau, certains voient en Macklemore une opportunité de critiquer ce white privilege pour bien se faire voir par la communauté hip-hop. L'autre critique faite au rappeur se base sur la mise en lumière d'un paradoxe. Les gens affirmaient que si ce morceau fonctionnait autant, c'est parce qu'il était blanc, car de nombreux autres artistes de couleur l'ont fait avant lui, sans forcément avoir la même intention. Un exemple donc de white privilege. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui ne trouvent pas ça hypocrite et qui soulignent même les prises de parole de Macklemore à ce sujet. Bon, tu l'auras compris, en vrai, chacun a un peu son avis sur la question. Finalement, ce second album est oubliable et ce qui devait arriver arriva. Le duo annonce une pause, pour ne pas dire leur séparation, en juin 2017. Pour Macklemore, c'est l'occasion de revenir en solo, comme à l'ancienne. Sauf qu'après avoir goûté au mainstream, tu t'en doutes, il va pas revenir sur du boom bap. En septembre 2017, il sort l'album Gemini. Il débute à la 2e place du Billboard mais n'est pas très bien reçu. C'est pas du tout un album engagé comme il a pu le faire auparavant. C'est beaucoup plus simple et léger pour convenir aux radios et au mainstream. C'est un album fait pour plaire aux personnes qui n'écoutent pas de rap. C'est de la pop urbaine avec des sons construits pour fonctionner. On voit que sans Ryan Lewis, il a été beaucoup moins drivé, moins conseillé, ce qui fait qu'il posait sur des instrus assez similaires, très pop, mais au niveau des paroles c'était aussi très pop, contrairement à avant où il y avait de la recherche et des causes défendues. D'ailleurs dans le podcast No Fun de Mehdi Maizi en 2017 avec Raphaël Dacruz, Aurélien Chapuis et Nicolas Pellion, ils disent que l'équivalent français de Macklemore à ce moment-là, ça pourrait être Soprano. Et on est assez d'accord avec ça, à la base c'est un rappeur conscient qui s'est ensuite tourné vers la pop et la variété. Cet album renvoie clairement cette image. Sur les 16 morceaux, 15 sont en featuring. On a l'impression qu'il se cache derrière certains artistes et que parfois c'est lui-même qui est en featuring. Avec ce projet, on a l'impression que Macklemore a abandonné l'idée qu'il pouvait se faire réaccepter par le hip-hop et qu'il a joué la carte de la pop au maximum. Bon, malgré ces critiques, 2 morceaux tournent quand même assez bien en radio, Glorious et Good Old Days. Il faut attendre 2023 pour avoir un nouvel album de Macklemore, soit 6 ans. Il revient avec Ben. À travers la cover et le titre, qui fait référence à son prénom Benjamin, on comprend que c'est un projet personnel et introspectif, reflétant notamment sa rechute dans l'alcoolisme durant les confinements liés à la pandémie. Macklemore révèle que cette douleur a servi de catalyseur pour une création artistique plus sombre, honnête et vulnérable. Cette fois-ci, il n'y a pas de hit, ça fonctionne moins bien que son précédent album, mais c'est mieux accueilli parce que c'est pas fait pour passer en radio et être mainstream. Et les critiques concernant l'album sont assez variées. Certains ont salué la vulnérabilité et l'honnêteté de Macklemore, appréciant sa capacité à aborder des sujets personnels avec profondeur, quand d'autres ont estimé que l'album manquait d'innovation musicale, reprochant une certaine redondance par rapport à ses œuvres précédentes. Mais la majorité des critiques ont reconnu l'effort de l'artiste pour se reconnecter avec ses racines et offrir une introspection sincère à travers sa musique. C'est pas un album fait pour faire du chiffre, mais pour lui. Il a aujourd'hui 41 ans, a une vie de famille, on pense qu'il a bien graille avec tous ses hits sachant qu'il était en indé, donc là c'est surtout pour l'amour de la musique qu'il sort des choses. Et ça, on en a la confirmation le 10 mai 2024. Alors que le conflit israélo-palestinien est dans tous les médias, le rappeur se renseigne dessus et en vient rapidement à la conclusion que ce qui se passe en Palestine est inhumain et que les populations locales sont victimes d'un génocide. Le comble pour lui, c'est que personne n'en parle dans l'industrie musicale. Donc comme à l'ancienne, il va faire la chose la plus hip-hop qu'il ne soit, rapper pour défendre et mettre en lumière une cause dont personne ne parle. C'est comme ça que le 10 mai 2024, il sort Hind's Hall, une chanson pro-palestinienne. Le titre fait référence à Hind Rajab, une fillette palestinienne de 6 ans
tué par des tirs israéliens après avoir passé des heures piégé dans la voiture de sa famille, entourée des corps de ses proches. Avant de mourir, elle avait contacté les secouristes de la Croix-Rouge palestinien, dont 2 ont été tués dans leur ambulance à côté de la voiture où se trouvait la fillette. Elle symbolise toute la cruauté auxquelles font face les Palestiniens en ce moment. Ce morceau critique ouvertement l'industrie, qui ne se prononce pas sur le conflit alors que c'est la base du rap, c'est de s'engager pour des populations opprimées en critiquant les scandales sociétaux. Macklemore s'est engagé à reverser toutes les recettes de la diffusion de la chanson à l'UNRWA, un organe dédié spécifiquement aux réfugiés palestiniens. Il a aussi participé à des rassemblements pro-palestiniens. Il a enchaîné avec la partie 2 du morceau, cette fois-ci avec les artistes palestiniens Anis et MC Abdul. Aussi, en août 2024, Macklemore a annulé son concert à Dubaï qui était prévu pour octobre 2024. Tout ça pour protester contre l'implication des Émirats Arabes Unis dans le génocide et la crise humanitaire en cours au Soudan. Début 2025, il sort Fucked Up, un morceau engagé qui dénonce le silence du monde face à tous les génocides et la part de responsabilité des gouvernements dedans. On ne peut que souligner et saluer ses prises de position depuis bientôt 2 ans. Il est l'un des seuls rappeurs américains à mettre son art au service de causes aussi importantes et d'actualité. Tout ça sans avoir peur des possibles répercussions. Même s'il a été critiqué et un peu blacklisté du hip-hop par les fans en 2014, ce retour aux sources ne peut que donner tort à ceux qui le voyaient comme un rigolo s'appropriant les codes du rap. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Macklemore a joué un rôle important dans l'industrie musicale. Il a montré malgré lui les énormes failles des cérémonies de remise de prix, a prouvé qu'il ne faut pas forcément la puissance d'un label pour tout péter, et surtout l'importance qu'a l'artiste pour dénoncer et mettre en lumière les problèmes du monde. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton like si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Un grand merci à Inconi d'avoir sponsorisé cette vidéo, t'as une réduction de 60% sur l'abonnement annuel avec le code SCRIPT, le lien est en description. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.